depuis plus de 2 semaines. Des centaines d'hectares de la forêt amazonienne partis en fumée. Pour le président Première riposte à la mort du puissant général iranien Qassem Soleimani, tué vendredi par une frappe aérienne américaine à Bagdad. Face aux menaces de représailles, Donald Trump lance une mise en garde. Sur la route de Wuhan, les voitures sont très rares. Aucun bus ni taxi n'a le droit de circuler. Les commerces sont fermés et les habitants restent chez eux. Réunion d'urgence de gouvernement dans le monde entier. Que sait-on du coronavirus ? Avec une forêt amazonienne partie en fumée, une escalade des violences entre l'Iran et Washington et une pandémie, les 6 premiers mois de 2020 classèrent cette année dans la catégorie bien pourrie. Mais dans cette catégorie, les années 60 sont pas mal non plus, et particulièrement le début de cette décennie qui vit le monde se rapprocher de l'apocalypse. En ce début d'années 60, les tensions entre les deux blocs, soviétiques et américains, sont à leur paroxysme. Le risque d'une troisième guerre mondiale est toujours présent. Et le moindre écart, la moindre provocation de l'une ou de l'autre des superpuissances conduirait à une guerre nucléaire. À partir de 1945, Berlin est une ville coupée en deux, entre une partie est sous contrôle soviétique et une partie ouest sous le contrôle des Alliés. Cette partie ouest est une sorte d'îlot en plein milieu de l'Empire soviétique. C'est aussi un point de passage pour ceux qui souhaitent fuir le régime communiste. En 1961, les soviétiques en ont ras-le-bol des migrations vers l'ouest en passant par Berlin. Ils vont donc régler le problème de façon radicale en construisant un mur autour de Berlin-Ouest, coupant ainsi la ville en deux. Ce qui est bien avec ce genre de petite musique, c'est que ça reste dans la tête toute la journée après. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de la construction. Mais vous vous doutez bien qu'un machin pareil, ça a causé quelques soucis. En octobre 61, un diplomate américain se voit interdit l'accès vers Berlin-Est en passant par le checkpoint Charlie. Les Américains y voient une atteinte aux accords qui permettaient une libre circulation des diplomates vers Berlin-Est. Ce qui aurait pu n'être qu'un simple incident est devenu une véritable crise diplomatique. En quelques heures, des chars américains et soviétiques se faisaient face. La crainte d'une troisième guerre mondiale ressurgissait. Toutefois, les tensions redescendirent plutôt rapidement, en l'espace de quelques heures. Mais cet événement illustre bien le niveau des tensions entre les deux puissances. La moindre erreur, la moindre provocation conduirait à une escalade vers un conflit de grande ampleur. Un an plus tard, en octobre 1962, les choses reprennent de plus belle. Cette fois-ci, ça ne se passe pas à Berlin, ni même en Europe, mais dans les Antilles, à Cuba. Et pour comprendre cela, il faut remettre les choses dans leur contexte. En 1958,
Fidel Castro devint le nouveau chef d'État de Cuba suite à une révolution contre le dictateur Batista. Castro mena une politique de nationalisation des terres agricoles. Une grande partie de ces terres appartenait à des compagnies américaines. Castro s'engagea aussi dans une politique étrangère ouvertement anti-américaine. L'île devint un problème majeur pour les États-Unis. En avril 1961, le président Kennedy donne son feu vert pour le lancement de l'opération d'invasion de Cuba. Mais elle va échouer. L'armée cubaine va repousser les envahisseurs sur la baie des Cochons. Fidel Castro, se sentant donc menacé, va se rapprocher de l'URSS pour se protéger des États-Unis. Le chef du gouvernement russe, Nikita Khrouchtchev, va accueillir favorablement cette approche de Castro. Il va donc lancer l'opération Anadyr, qui consiste à doter l'île d'un dispositif militaire en cas d'invasion des États-Unis. C'est l'occasion aussi pour Khrouchtchev de régler un autre problème qu'il a dans la tête depuis quelque temps. En effet, les États-Unis ont installé des missiles nucléaires en Turquie et en Italie. Ces missiles pointent directement vers l'Est et menacent l'Union soviétique, ce qui inquiète le gouvernement russe. En installant des missiles sur Cuba, Nikita Khrouchtchev s'assure d'un moyen de dissuasion supplémentaire contre les États-Unis. L'opération était censée être secrète, mais un avion U-2 de la CIA va réussir à prendre des photos de l'installation des rampes de lancement de missiles nucléaires. Une fois les photos analysées par la CIA, ce qui n'était alors qu'une hypothèse fut confirmé. Des rampes de lancement de missiles nucléaires furent installées à 200 km des côtes américaines. Des villes comme Miami, Dallas ou encore Washington étaient désormais vulnérables. L'angoisse s'installe à la Maison-Blanche. Le 22 octobre, Kennedy prononce un discours à la télévision. Il rend compte de la situation aux Américains et annonce la mise en place d'un blocus autour de Cuba. Il demande également à Khrouchtchev d'arrêter toute opération de militarisation de l'île. Un bras de fer est désormais engagé. Dans la matinée du 24 octobre, le blocus est mis en place tandis que des cargos russes sont en partance pour Cuba. Au même moment, sous l'eau, des sous-marins soviétiques atteignent la ligne du blocus. Leur objectif est de protéger les cargos en cas de problème. Le 25 octobre, les cargos russes atteignent la ligne du blocus. Khrouchtchev considère que les missiles qu'il a déjà à Cuba suffisent. Il va donc ordonner aux cargos de rebrousser chemin. Mais il fait savoir le lendemain à Kennedy que la Russie se tiendra prête si les États-Unis veulent entrer en guerre. La tension monte encore d'un cran. Toujours le 26 octobre, les Américains repèrent un sous-marin russe. Une chasse est donc engagée dans la mer des Sargasses. Mais les Américains ignorent que ces sous-marins sont équipés de torpilles nucléaires. La tension monte de plus belle lorsqu'un avion U-2 des Américains est abattu au-dessus de Cuba. Khrouchtchev affirme qu'il n'a jamais donné cet ordre, mais la tension est bel et bien là. Le même jour, un des sous-marins russes, le Surkov, prépare sa torpille nucléaire pour riposter et éliminer son poursuivant. Le 28 octobre est la journée décisive. C'est le moment où ça passe ou ça casse. Le président américain lance un ultimatum aux soviétiques et annonce qu'il ordonnera l'attaque des rampes de lancement sur Cuba le 29 octobre si les Russes n'annoncent pas leur démantèlement dans la journée. Les tensions sont désormais à leur paroxysme. Les États-Unis sont prêts à attaquer. Ce n'est qu'une question d'heure, tandis que les Russes sont prêts quant à eux à répondre en cas d'attaque. Les deux pays ont rassemblé leurs alliances et le monde est dans l'attente d'une troisième guerre mondiale. La dernière chance pour éviter une troisième guerre mondiale repose sur les épaules de Bob Kennedy, frère du président,
et de l'ambassadeur russe Anatoly Dobrynin. Les deux hommes ne souhaitent pas une guerre. Ils vont donc réussir à trouver un accord, un compromis. Les missiles de Cuba seront démantelés à condition que les Américains démantèlent ceux qu'ils ont installés en Turquie et en Italie, plus la garantie que Cuba ne sera plus jamais envahi par les États-Unis. Le 29 octobre 1962, l'URSS annonce le démantèlement des rampes de lancement de Cuba contre un engagement écrit de la part des États-Unis de ne plus envahir Cuba. Les missiles Jupiter américains de Turquie et d'Italie furent démantelés en 1963. Cuba resta communiste, mais un embargo économique de l'île, décrété par les États-Unis, est toujours en vigueur aujourd'hui. Cette crise fut d'une telle intensité que les deux dirigeants comprirent que le pire avait été évité de justesse. Un téléphone fut installé reliant Moscou et Washington par une ligne directe. Le téléphone rouge est d'ailleurs l'emblème de la nouvelle phase de la guerre froide, la détente. Mais ça, c'est une autre histoire.